Bonjour à tous, c'est le billet philo d'Entre nous culture. Un billet aujourd'hui intitulé « Robert Badinter, : la peine de mort est-elle vraiment cruelle ? » Point d'interrogation. Alors en préambule, je vous prie de bien vouloir excuser mon élocution qui n'est pas semblable à d'habitude. Je suis malade et donc j'espère que je serai assez audible. Merci d'avance de votre indulgence. Alors la circonstance qui motive ce billet, c'est évidemment la mort récente de Robert Badinter, qui est décédé le 9 février dernier, le 9 février 2024. Robert Badinter, il est célèbre, il a été célèbre notamment en tant qu'avocat, puis comme ministre de la Justice sous la première mandature de François Mitterrand, de 1981 à 1986. Il a été ensuite président du Conseil constitutionnel de 1986 à 1995, avant que ne lui succède à ce poste Roland Dumas. Il est aussi bien sûr célèbre pour avoir présenté devant l'Assemblée nationale, le 17 septembre 1981, le projet de loi abolissant la peine de mort. Alors le but de ce billet n'est pas de faire de la polémique inutile, ça n'est pas de présenter un argumentaire pour ou contre la peine de mort. C'est une question qui a été tant de fois abordée, battue et rebattue. Je pense qu'il n'y aurait pas d'originalité à traiter cette question en représentant les arguments pour ou contre la peine de mort. La première considération, c'est que c'est une question déjà traitée. Puis la deuxième raison qui fait que je ne vais pas la traiter sous cet angle, c'est que on croit toujours pouvoir convaincre les autres par un argumentaire purement rationnel, et puis on se rend compte au final que dans ce type de discussion, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de vérité démontrable, et au final c'est toujours une vérité qui l'emporte, qui est de l'ordre, je dirais, de l'intuition, de la sensibilité personnelle, des croyances aussi personnelles, qui peuvent être religieuses, spirituelles, ou tout simplement de l'ordre de l'adhésion personnelle, des convictions personnelles. Ça renvoie à une certaine conception de la peine. Est-ce qu'une peine doit être ou non absolue, à une certaine considération de la personne humaine. Et donc ce sont des discussions toujours intéressantes, mais qui finissent par un parti pris qui n'est pas purement rationnel. L'angle d'attaque que j'ai choisi, c'est plutôt de pointer à un paradoxe de la cause abolitionniste, notamment de la cause abolitionniste du XXe siècle, et en particulier de certaines prises de position de Robert Badinter, puisque Robert Badinter s'est notamment réclamé d'un abolitionniste célèbre du XVIIIe siècle. Cet abolitionniste célèbre s'appelait Cesare Beccaria, et Robert Badinter s'est donc réclamé de cet auteur très célèbre. Il a notamment préfacé la traduction française de l'ouvrage majeur de Cesare Beccaria qui s'appelle « Des délits et des peines ». C'est une traduction par Maurice Chevalier qui est apparue en 1991 et Robert Badinter en avait fait la préface. Or, quand on se plonge dans les arguments de Cesare Beccaria concernant l'abolition de la peine de mort, on trouve des arguments qui ne sont pas tous compatibles avec la cause des abolitionnistes du XXe siècle et avec la façon dont l'abolition de la peine de mort a été débattue et a été défendue, notamment par Robert Badinter. Et c'est ce paradoxe que je voudrais souligner. Alors, ce que je propose de faire, c'est que dans un premier temps, je vais revenir brièvement sur la fonction de la peine et du châtiment, notamment en matière de justice pénale. Dans une deuxième partie, je vais en conclure quelque chose sur l'attitude que la justice ou l'institution judiciaire a vis-à-vis des personnes qui sont jugées coupables. En troisième partie, je vais résumer les arguments de Cesare Beccaria contre la peine de mort, et puis je terminerai en quatrième partie par une brève ouverture en évoquant un autre auteur du XVIIIe siècle qui lui a défendu la peine de mort en répondant à Beccaria. Mais je le ferai de façon plus résumée pour éviter que le bulletin ne s'étire trop longtemps. C'est parti, on y va. Alors, première partie, quelle est la fonction d'une peine? Quelle est la fonction d'un châtiment, notamment en matière de justice pénale? Il y a plusieurs fonctions d'un châtiment ou d'une peine, on peut en distinguer trois. La première, c'est une fonction d'utilité sociale. Punir quelqu'un, c'est
le mettre hors d'état de nuire, c'est dissuader la personne qui a commis un délit après la peine de récidiver, c'est dissuader l'ensemble des autres personnes de commettre le même délit, le même crime, c'est protéger le corps social, c'est une fonction d'utilité sociale qui passe donc par l'intimidation, par la dissuasion, par la prévention, par la sécurisation et la protection du corps social. Alors cette intimidation, elle est de deux ordres, je l'ai déjà évoqué. Soit c'est une intimidation qu'on appelle collective, elle est destinée à l'ensemble des citoyens, on punit quelqu'un et donc on dissuade les autres de commettre le même délit, le même crime, la même infraction. Soit c'est une intimidation qu'on appelle spéciale, elle est destinée à la personne condamnée, c'est pour l'empêcher ou la dissuader de récidiver. Il y a aussi dans cette fonction d'utilité sociale, je dirais une autre catégorie, qui est la fonction de réadaptation ou d'amendement de la personne qui a été jugée coupable, qui a été condamnée. Ça peut paraître étranger à l'utilité sociale, mais en réalité ça n'est pas le cas, puisque si la personne va être réintroduite, réinjectée, si j'ose dire, dans le corps social, dans la vie civile, après un moment d'incarcération par exemple, il est bon que cette personne se soit amendée, se soit corrigée et puisse se réadapter à la vie civile. Donc c'est une fonction qui concerne l'ensemble, pourrait-on dire, du corps social. À ce titre, il y a un article du Code pénal qui résume un peu les choses, c'est l'article 132-24. Je vous le lis, je l'ai marqué sur mon téléphone. La nature, le quantum et le régime des peines, donc la nature de la peine, la quantité, on pourrait dire l'intensité de la peine, et le régime de la peine, alors on sait qu'une peine elle peut être aménagée ou pas, la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné, qui là est je dirais le pur fait de la condamnation, et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. Donc on voit dans cet article 132-24 qui résume un peu les choses qu'il s'agit notamment, pas que, mais notamment d'utilité sociale. Pas que parce qu'il est question aussi de l'intérêt des victimes, je vais en parler tout à l'heure. Ça c'est la première grande fonction. Mais il y a deux autres fonctions d'une peine ou d'un châtiment. La première, c'est-à-dire la seconde dans l'ordre que j'évoque, c'est une fonction idéale. Le droit a été bafoué, il a été violé, transgressé, et l'autorité du droit doit être rétablie par une sanction, par une condamnation. C'est une fonction idéale, on sait que le droit a une autorité, mais cette autorité, elle ne vaut que s'il y a un pouvoir pour faire appliquer le droit. S'il y a des lois et que ces lois ne sont pas appliquées, qu'aucun pouvoir ne les fait respecter, alors le droit ne fait évidemment pas autorité, ou sa simple autorité ne suffit pas. Puis il y a une troisième fonction, donc première fonction d'utilité sociale, deuxième fonction, je dirais le caractère idéal du droit et de l'autorité du droit, et puis la troisième grande fonction d'une peine ou d'un châtiment, c'est la fonction d'expiation. Alors c'est une fonction qui est un peu étrange peut-être par rapport aux pures considérations juridiques en apparence, mais en réalité on voit qu'elle est toujours impliquée de façon sous-jacente dans une peine ou une condamnation. Qu'est-ce que c'est qu'expier un crime ou un délit? C'est d'une certaine façon ressentir le poids de son infraction, de son délit, de son crime ou de sa faute dans sa propre chair. Pour le comprendre, je vous propose une expérience imaginaire. Imaginez que quelqu'un ait commis un crime, une personne qui est donc condamnée pour ce crime, et que cette personne ne ressente pas son châtiment ou la peine qu'elle purge comme étant pénible. Admettons, c'est évidemment une expérience imaginaire, on peut toujours considérer que la privation de liberté qui constitue une peine d'incarcération est déjà en elle-même une souffrance. Mais admettons que cette personne s'en trouve bien, en profite pour faire un travail d'introspection, passe des formations à distance, en profite pour écrire l'histoire de sa vie, que ça devienne, imaginons que ça devienne un auteur à succès d'ailleurs, et que finalement la personne vive sa peine comme une période qui ne soit pas pénible. La question se pose, qu'est-ce qu'on attend de la peine? Est-ce qu'on pourrait accepter qu'une peine ne soit pas pénible? Que le crime, l'infraction, le délit
et la condamnation qui s'ensuit puisse ne pas donner lieu à une forme d'expiation ou de souffrance. C'est une question que je laisse ouverte, que je propose à votre réflexion. Mais si on recherche cette fonction d'expiation, cette fonction de souffrance ressentie qui fait partie de la prise de conscience, de la culpabilité, de l'infraction ou du crime commis, si on attend cette souffrance, ça peut donner lieu à une certaine critique, qui est une critique qui était formulée par Nietzsche à la fin du XIXe, qui est la suivante. Nietzsche disait, mais finalement, derrière le désir revendiqué de justice, il y a toujours l'instinct caché de la vengeance. Cet instinct qui veut qu'on trouve toujours quelqu'un de responsable à la souffrance qu'on éprouve et surtout qu'on trouve quelqu'un à faire payer. Alors voilà, je laisse ça ouvert à votre réflexion, mais en tout cas en résumé, il y a trois grandes fonctions d'une peine ou d'un châtiment, une fonction d'utilité sociale, une fonction idéale, qui est relative à l'autorité du droit, et une fonction d'expiation, qui est relative à la souffrance ressentie dans la prise de conscience d'une faute, d'un crime commis. Alors évidemment, ça veut dire que la justice a certaines exigences vis-à-vis de la personne du coupable, que cette personne du coupable doit être traitée d'une certaine façon, et c'est justement l'objet du point numéro 2. On y va. Alors dans ce deuxième point, on peut tirer une conclusion au sujet de l'attitude de la justice, et plus précisément de l'institution judiciaire par rapport à la personne jugée coupable, c'est que la justice a notamment deux exigences. La première, c'est évidemment l'équité. L'équité qui suppose que la condamnation, la peine, le châtiment soient proportionnels à la gravité, la quantité, à la lourdeur du délit, de l'infraction ou du crime commis. Ça, c'est l'équité. Puis il y a aussi le respect de la personne du coupable. Pas seulement le respect du prévenu ou de la prévenue, mais le respect aussi de la personne qui a été jugée coupable. Ce respect que justement le coupable n'a pas eu envers sa victime. Alors évidemment, si le droit est rendu au nom de la dignité des victimes, est-ce que le châtiment peut être infligé contrairement à la dignité du coupable? Il y a là ce qui semble être une contradiction. Ça veut dire que la justice s'impose une exigence supplémentaire à l'équité qui est le respect de cette personne coupable. Ça veut dire notamment que la personne coupable conserve des droits. Certes, on la prive, dans le cas d'une incarcération, de l'usage de certaines de ses libertés publiques, mais cette personne conserve des droits, et notamment des droits vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'institution judiciaire, qui fait même que l'institution judiciaire ou l'État peut être condamné du fait d'un recours opéré par des détenus. C'est le cas notamment de l'État français qui a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, pour des conditions de détention jugées indignes de la personne du coupable, des personnes incarcérées. Alors par exemple, il y a un arrêt de la CEDH du 6 juillet 2023. La Cour européenne des droits de l'homme avait été saisie par l'Observatoire international des prisons et par 3 détenus de la maison d'arrêt de Fresnes, qui s'étaient donc fait aider de l'Observatoire international des prisons, qui avait porté l'affaire devant la CEDH, et donc l'État français avait été condamné en raison de l'insalubrité des locaux, de leur vétusté, de la promiscuité jugée abusive, de la surpopulation, etc. Donc, conclusion qui suit la première partie où on a passé en revue les différentes fonctions de la peine ou du châtiment, la justice qui punit s'impose vis-à-vis du coupable une certaine forme de respect qui fait que le coupable n'est pas privé de tous ses droits. Alors voilà, on a fait le tour, je pense, on a dressé un panorama succinct, évidemment, de la fonction de la peine et de l'attitude de l'institution judiciaire par rapport aux personnes jugées coupables. C'est maintenant le moment d'aborder les fameux arguments de Cesare Beccaria contre la peine de mort. Vous verrez qu'ils peuvent être surprenants pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de sa pensée, et d'autant plus surprenants que Robert Badinter s'est réclamé comme un héritier de Cesare Beccaria. C'est parti, on y va.
troisième partie consacrée aux arguments de Cesare Beccaria contre la peine de mort. Il les présente dans son célèbre ouvrage Dei deli e dei peine, Dei delitti e delle pene, qui est apparu en 1764. Alors pour celles et ceux qui voudraient regarder le chapitre sur Internet, c'est le chapitre consacré à la peine de mort. La numérotation varie. Dans le manuscrit autographe de Beccaria, c'était le chapitre 3, section 10. Sur Internet, souvent on trouve l'édition de 1764 ou la traduction historique, la traduction en français de 1765, qui était la traduction Morlaix. Donc c'est le chapitre 16, mais dans l'édition définitive de 1766, c'est le chapitre 28. En tout cas, si vous voulez le trouver sur Internet, vous le pouvez. Il faut regarder vraiment l'intitulé, le titre, concernant la peine de mort. C'est le titre du chapitre. Alors que nous dit Beccaria au sujet de la peine de mort? Alors Beccaria, c'est un utilitariste. On peut dire qu'il privilégie l'utilité sociale. Il va défendre le fait que la peine de mort n'est ni nécessaire ni utile, avec quand même une petite nuance, on va le voir. Mais il ne se limite pas à des arguments purement utilitaristes. Il dit deux choses. La peine de mort est injuste, elle est illégitime, c'est-à-dire que ça n'est pas un droit, elle est contraire au fondement du droit. Et la peine de mort est inutile, en règle générale, on va le voir, inutile et non nécessaire. Alors concernant le droit, pourquoi la peine de mort est-elle contraire au droit? Eh bien, Cesare Beccaria, c'est un auteur du XVIIIe siècle, c'est un homme de son temps. Il a lu le Contrat social de Rousseau qui est apparu en 1762. Et l'idée qu'on se fait du droit, c'est que le droit est fondé sur un contrat, c'est le thème du contrat social. Les individus qui composent la société sont des associés. D'ailleurs, société, ça vient du mot associé. Socius, en latin, ça veut dire l'associé, le partenaire. Et donc, les êtres humains s'associent, s'assemblent en société, en rognant sur leur liberté respective, en abandonnant une part de leur liberté pour qu'elle soit compatible avec la liberté des autres. C'est afin que notre liberté ne soit pas destructrice de la liberté des autres ou que la liberté des autres ne soit pas destructrice de notre propre liberté, que nous abandonnons en société une part de liberté. Et cet abandon se sanctionne par des lois, des interdits, des limites qui sont posées à nos actions. C'est ce qui permet la liberté commune. Or, Beccaria nous dit, mais si c'est le contrat social qui fonde le droit, il ne peut pas y avoir de droit à tuer quelqu'un. Parce que toute personne qui entre dans ce contrat social est d'accord pour abandonner une part de sa liberté, mais n'est certainement pas d'accord pour céder un droit sur sa vie aux autres ou au corps social tout entier qui a été constitué par cette commune adhésion. Et donc, il ne peut pas y avoir, du point de vue du corps social ou du point de vue de la société, un droit de tuer l'un de ses membres. Ça, c'est le premier argument. Puis, deuxième argument en termes de légitimité, qui là aussi reflète l'état d'esprit de Beccaria et de son temps, c'est que Beccaria s'appuie sur la conception du suicide de son temps. Il nous dit, mais le suicide, c'est un homicide, c'est un meurtre, le suicide, c'est un crime. Et donc, comment pourrait-on céder à la société un droit sur notre propre vie, droit que nous ne possédons pas nous-mêmes? Et oui, Beccaria, à l'époque où il vit, considère que le suicide est un crime. Donc, voilà, deux arguments contre la légitimité du droit de tuer, du droit par la société de tuer l'un de ses membres. Beccaria va jusqu'à définir la justice de façon même utilitariste. Je ne dis pas qu'il la réduit purement à l'utilité, mais il a des formules qui vont un peu dans ce sens. Je vous lis l'une de ces formules. Je le cite. « Afin qu'une peine soit juste, elle ne doit avoir que le degré d'intensité qui suffit pour éloigner les hommes du crime. » C'est-à-dire qu'en fait, une peine juste, c'est une peine qui a une quantité, un degré, une intensité qui est juste suffisante pour dissuader les autres êtres humains de commettre un crime. Voilà pour le premier argument de Beccaria. Le deuxième argument, c'est que la peine de mort n'est ni nécessaire ni utile. Alors en fait, il y a une petite nuance, c'est que Beccaria nous dit parfois elle est nécessaire, la peine de mort. Dans quel cas est-elle nécessaire? Elle est nécessaire quand, par exemple, une personne même incarcérée continue à avoir de l'influence sur les affaires publiques, à troubler la vie publique et la stabilité de l'État, ou bien quand, par exemple, une personne, par sa simple existence,
génère, provoque ou entretient des troubles ou des agitations contre la stabilité de l'État. Dans ce cas, c'est une question de sécurité publique et on peut mettre à mort la personne qui apparaît comme un danger public. Mais Beccaria nous dit, hors de ces temps de troubles, hors de ces temps d'insurrection ou ces temps de pré-révolte, la peine de mort n'est ni nécessaire ni utile. Pourquoi n'est-elle pas utile ? Bien, Beccaria nous dit, et ça c'est tout à fait paradoxal, qu'elle n'est pas utile parce qu'elle est moins dissuasive que d'autres peines. Et Beccaria pense à la peine, la condamnation à perpétuité et au travail forcé à perpétuité, que lui-même désigne comme un esclavage, et dont il se fait le défenseur. Pour lui, il vaut mieux remplacer la peine de mort par un esclavage, un travail forcé à perpétuité. Pourquoi cela ? Il nous dit finalement une douleur violente, extrême, infligée en une seule fois, c'est le cas de la mise à mort, frappe moins l'esprit humain qu'une longue souffrance indéfinie. Il nous dit aussi qu'une longue souffrance indéfinie permet à ceux qui assistent au travail forcé des forçats, des bagnards, de réfléchir de façon répétée sur la condition misérable de ceux qui ont enfreint la loi. Il y a donc un caractère réflexif qui est permis par l'allongement de la peine et de la souffrance dans le temps. Il y a aussi d'autres considérations que Beccaria met en avant, c'est que pour que la peine de mort soit réellement dissuasive, il faudrait qu'elle soit répétée souvent, puisque l'impression qu'elle laisse dans l'âme humaine est assez fugitive. Or, nous dit Beccaria, le travail forcé fait très bien les choses, puisque ce travail forcé fait que les personnes assistent de façon répétée dans la vie, en croisant des bagnards, des forçats, etc., assistent à cette longue souffrance de l'emprisonnement et du travail forcé à perpétuité. Il y a aussi d'autres arguments. Beccaria nous dit, mais finalement, quand on assiste à une exécution publique, la crainte qui est ressentie et qui doit être le ressort pour dissuader les autres citoyens de commettre un crime, cette crainte, elle est obérée, elle est obscurcie par d'autres sentiments, le sentiment de pitié vis-à-vis de la personne qui est mise à mort, le sentiment éventuellement d'indignation, ou le simple spectacle de la mise en scène. Et donc tout ça est mêlé, tout ça est troublé, tout ça ne produit pas exactement l'effet de dissuasion désiré. Puis Beccaria nous dit de toute façon, peine de mort ou pas peine de mort, quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, qui veut renverser le gouvernement, qui veut imposer une autocratie, une prise de parti autoritaire ne sera jamais dissuadé par l'ombre d'une possible condamnation à mort. Les personnes assoiffées de pouvoir et voulant renverser l'État ne seront pas dissuadées par l'existence de la peine de mort. Il y a une réflexion sur la sensibilité humaine de la part de Beccaria. La violence d'une mise à mort, son caractère ponctuel, ne peut pas remplacer cette longueur de la peine et de la souffrance. Alors évidemment, Beccaria se pose quand même la question de la cruauté. Il affronte cette question, il faut quand même lui reconnaître cette honnêteté intellectuelle, et il se pose la question suivante, mais est-ce que finalement l'esclavage, le travail forcé à perpétuité, est-ce que ce n'est pas plus cruel que la peine de mort ? Et sa réponse est tout à fait ambiguë. Il répond que oui, c'est plus cruel que la peine de mort du point de vue du spectateur ou de la spectatrice, c'est-à-dire de la personne qui n'est pas le condamné ou la condamnée. Pourquoi ? Parce que cette personne envisage, par l'imagination, l'intégralité de la souffrance du condamné et de son travail forcé, indéfini tout au long de sa vie, et l'envisage en une seule fois. Et effectivement, cette souffrance est plus terrible que la peine de mort. C'est pour ça que d'ailleurs qu'elle est plus dissuasive. Mais Beccaria nous dit, du point de vue du condamné, du point de vue de la personne qui subit la peine, en réalité, ça n'est pas le cas. Le travail forcé à perpétuité n'est pas plus infâme, plus cruel que la peine de mort. Pourquoi ? Parce que, alors ça va paraître un peu cynique, mais Beccaria nous dit il y a la souffrance d'aujourd'hui, la souffrance du jour vécu, oblitère la souffrance du passé, la souffrance de l'avenir. Et donc la personne qui est dans cette souffrance de son esclavage perpétuel vit le présent de sa souffrance et n'envisage pas la totalité de la souffrance de sa peine. Et puis Beccaria nous dit
on jugera de la valeur de l'argument, finalement l'habitude du malheur finit par rendre moins sensible au malheur. Puis il ajoute une dernière considération. Il dit que finalement pour une société qui veut éviter les crimes, qui veut éviter les atrocités, il serait paradoxal, il est paradoxal de commettre elle-même une atrocité qui est, aux yeux de Beccaria, un crime, puisque la peine de mort, à ses yeux, est un crime. Il y a une sorte de contradiction à vouloir à la fois éradiquer le crime et à en commettre un. Donc on voit que la peine de mort pour Beccaria est moins utile, moins dissuasive que la perpétuité et le travail forcé à perpétuité. Ça veut dire que la peine de mort est moins terrifiante que d'autres peines. Et donc paradoxalement, aux yeux de Beccaria, certains crimes méritent quelque chose de pire que la mort. Vous voyez que les arguments de l'abolitionniste Beccaria ne sont peut-être pas tous compatibles avec la mentalité contemporaine ou la mentalité des abolitionnistes du XXe siècle. Eh bien, je vous propose de conclure en faisant une brève ouverture. On y va. Alors, quatrième et dernière partie de ce billet, une partie qui va me servir à faire une ouverture. Je vais évoquer la position d'un auteur célèbre du XVIIIe siècle qui répond à Cesare Beccaria. Il s'agit d'Emmanuel Kant, mais comme j'ai déjà fait assez long, je ne vais pas m'attarder sur sa position. Je vais simplement mentionner les grandes lignes de sa prise de position. Et on va voir que ça renforce le paradoxe de ce XVIIIe siècle, puisque autant Beccaria est un abolitionniste de la peine de mort, mais parce qu'à ses yeux, il y a des peines pires que la mort, autant Emmanuel Kant défend la peine de mort au nom de la dignité humaine. Alors, que nous dit Emmanuel Kant ? Emmanuel Kant nous dit la chose suivante. Il répond à l'argument contractualiste de Beccaria. Certes, nous sommes tous, d'une certaine façon, les membres du contrat social, nous faisons partie du peuple souverain, nous sommes en position de législateur, nous participons à l'autorité souveraine du peuple qui permet de voter les lois ou qui donne sa légitimité aux lois. Mais Kant dit que quand quelqu'un commet une infraction ou même un crime, cette personne, d'une certaine façon, trahit par son acte le contrat social qu'elle a signé entre guillemets, il n'y a jamais aucun contrat social qui est signé en bonne et due forme. Mais cette personne, en faisant un crime ou un délit, trahit la position qu'elle a en tant que membre du contrat social, en tant que membre du souverain, du peuple législateur. Ça, c'est pour la réponse sur l'argument contractualiste de Beccaria. Puis Kant répond à l'argument utilitariste de Beccaria. Et en substance, il dit la chose suivante. Peu importe que la peine de mort soit utile ou inutile, en fait, la question, à ses yeux, n'est pas là. Le problème, c'est de penser les choses en termes d'utilité sociale. Pour Kant, un individu a une valeur en soi. C'est-à-dire que sa valeur n'est pas simplement celle d'être un moyen en vue d'une fin. Sa valeur n'est pas simplement d'être un instrument d'une politique pénale, un instrument d'une réflexion sur l'utilité sociale, quelle qu'elle soit. Et donc, la valeur d'une loi, d'une transgression et d'une peine, cette valeur est absolue. Elle n'est pas relative à un calcul d'intérêt, si on veut. Même si ce calcul d'intérêt vise un bien, qui est la sécurité ou la stabilité du corps social. Et Kant dit donc la chose suivante, si il y a une norme et qu'il y a transgression, il doit y avoir condamnation. Et si la transgression est absolue, c'est-à-dire que le crime est absolu, il retire la vie, alors la condamnation, elle aussi, doit être à la mesure du crime et doit avoir un caractère absolu. Et puis Kant ajoute la chose suivante, il nous dit, ça c'est la position de Kant, que la vie humaine vaut par ce qui dépasse la simple vie biologique. C'est-à-dire que ce qui fait la grandeur ou la valeur de l'être humain aux yeux d'Emmanuel Kant, ce n'est pas simplement le fait d'être en vie, de respirer, d'avoir une vie biologique, c'est le fait de porter en soi une dimension morale qui fait qu'on peut se porter à l'exigence morale, qu'on peut se porter à l'exigence de la justice et du respect de la loi. Et donc d'une certaine façon, la valeur de la justice elle-même et la valeur des peines dépassent la valeur de la vie biologique. Donc ce n'est pas la vie, la survie biologique, le fait de rester en vie biologiquement, qui détermine la valeur de la justice
aux yeux d'Emmanuel Kant. Alors il prend un exemple célèbre qui se trouve dans la doctrine du droit. La doctrine du droit, ça fait partie de l'ouvrage qui s'appelle La métaphysique des mœurs. La doctrine du droit, paragraphe 49, il prend l'exemple d'une île déserte ou d'une île qui va être désertée. Les habitants de l'île vont se séparer en allant dans le monde, et donc la société se dissout, il n'y a même plus d'utilité sociale à prendre en compte. Il reste un dernier condamné à mort dans la prison. Et Kant dit « il faut le mettre à mort ». On pourrait se dire « mais il n'y a plus d'utilité sociale à préserver, il n'y a plus de société, la société se dissout, chacun part de son côté ». Bien, aux yeux de Kant, la valeur absolue du crime qui a été commis et la valeur absolue de la peine qui a été légitimée par ce crime suppose d'appliquer au nom de la justice la sanction qui a été décidée. Pourquoi ? Parce que la société porte avec elle la responsabilité de la sanction qu'elle doit donner au nom de la justice. Elle ne peut pas, si l'on veut, s'en laver les mains et considérer que la société se dissolvant, le crime n'a d'une certaine façon à ne pas être puni. Je vous lis un instant, je l'ai mis à côté de moi, le passage de la doctrine du droit, donc paragraphe 49, qui dit la chose suivante: « Mais si la société civile se dissolvait avec l'accord de tous ses membres, par exemple si le peuple qui habite une île résolvait de se séparer, de se disperser dans le monde entier, le dernier meurtrier se trouvant en prison devrait auparavant être exécuté, de façon que chacun éprouve la valeur de ses actes et que l'homicide ne vienne pas à la charge du peuple qui n'a pas pourvu à ce châtiment. Car le fait est qu'il peut être considéré, ce peuple, comme ayant pris part à cette offense publique perpétrée contre la justice. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un peuple a une responsabilité morale qui est de faire respecter l'idéal de justice. Quand cet idéal a été transgressé, alors au nom de la dignité de la personne humaine et au nom de la justice, ce peuple se doit de d'opérer la sanction, y compris dans le cas absolu, la peine de mort. Voilà, donc le paradoxe de ce XVIIIe siècle, c'est que d'un côté on a un abolitionniste qui est Beccaria, qui défend la peine de mort en disant « pas besoin d'appliquer la peine de mort, il y a plus terrible que la peine de mort, une souffrance plus effrayante ». Et de l'autre côté, on a un partisan de la peine de mort, si j'ose dire, qui est Emmanuel Kant, qui dit que au nom de la valeur absolue de la justice et de la dignité humaine et de la valeur des actes, on doit dépasser la simple vie biologique et appliquer, dans certains cas, la peine de mort. Donc le débat semble presque à front renversé par rapport, je dirais, à la mentalité contemporaine ou la mentalité qui a prévalu au XXe siècle. Et donc ça n'est pas le moindre des paradoxes que Robert Badinter se soit réclamé de Cesare Beccaria. Et on peut dire, peut-être en conclusion, que ce XVIIIe siècle, quand on entre dans le détail, ne cessera jamais de nous surprendre. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, à bientôt.